la présentation d'un... On parle du Machu Picchu. En fait, ce sont des démarches, des escaliers. D'accord. Okay. Et puis après, les escaliers, on tombe sur un salon de 3 mètres de côté. Et alors, autant te dire qu'on était euphorique. Hein. Et après, avec ces mêmes géoradars, avec des différents senseurs, avec des différentes profondeurs, etc., on arrive à détecter une dizaine de cavités de taille humaine. On dirait des sarcophages ou des tombes, quoi. Et 3 de petite taille, peut-être des enfants. Et après, donc alors c'était vraiment l'euphorie. Hein. Après, on recherche présence de matériel archéologique à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire céramique, les fardeaux, matériel funéraire, mais la manière la plus pratique de savoir ça, c'était de rechercher des métaux. Parce que tu as souvent des petits objets funéraires qui sont associés, comme les fibules pour fermer les châles, etc., les lampes. On utilise donc différents appareils et ça commence à crépiter à chaque fois que l'on trouve présence de métaux, or ou argent, un petit fanion. Les archéologues de Machu Picchu pétaient les plombs. Il y avait même le directeur Fernando Astete qui assistait à ça. Quand il a vu les cavités, il était heureux, etc. Punaise, incroyable, une grande découverte, etc. Et à chaque fois qu'on mettait un fanion pour mentionner la localisation de dépôts d'or ou d'argent, Thierry, où est l'or, où est l'argent? Les archéologues de Machu Picchu, il y avait une dizaine d'archéologues, on les a laissés, mais le protocole de l'archéologie n'aurait pas dû les autoriser, c'était seulement notre équipe. Mais bon, et à partir du moment où un archéologue m'a dit qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ben moi, naturellement, on va proposer un nouveau projet pour réaliser l'ouverture de la porte. Et là, on a eu les pires problèmes de la Terre par Fernando Astete. Il nous a fait une campagne de désinformation à partir de février 2013. J'ai eu des menaces de mort à la maison. Ma porte a été sous surveillance par la police pendant 3 semaines. J'avais un camion de la police la nuit et on a prétendu que j'avais pas de diplôme, que j'étais un faux archéologue, qu'il a fallu que Laurent Fabius se fonde d'une lettre pour dire que tout ce qui avait été diffusé au Pérou était faux, quoi. Et il y a un archéologue très connu au Pérou qui s'appelle Guillermo Lumbreras. Depuis 25 ans, il recherche la tombe de Pachacutec, le fondateur de l'Empire Inca, à Machu Picchu. Parce que Machu Picchu a été fondé par Pachacutec et le nom de Machu Picchu à l'époque c'était Patayacta. Patayacta qui signifie en quechua le village dans la montagne. Et quand tu tapes son nom sur Google, tu tombes sur ces articles de Machu Picchu. Le jour où je crois El Comercio diffuse la nouvelle de la découverte de ce truc-là, le lendemain même, Lumbreras dit tout le contraire de ce qu'il a toujours écrit pendant 25 ans. Ah mais on n'est pas sûr que c'est la Patayacta, on n'est pas sûr que la tombe de Pachacutec se trouve ici, etc., etc. Ça a généré une polémique incroyable. Et donc non, le truc c'est que ce que l'on a découvert à Machu Picchu, c'est très probablement le mausolée que Pachacutec a ordonné au XVe siècle pour construire sa tombe et la tombe de sa lignée, de sa panaca. Et ce que l'on trouve à l'intérieur, les dépôts d'or et d'argent, correspondent à un mausolée d'un haut dignitaire de l'Empire Inca. Et il y avait tellement de polémiques en février-mars que j'ai rencontré les assesseurs du président de la République à l'époque, Ollanta-Humala. Des fois, on est venu me chercher à 1h du matin après un conseil des ministres pour rencontrer les assesseurs, parce que ça faisait vraiment les gros titres ici. Hein. On va... alors, très violent contre moi. On va démasquer Jamin et on me voyait déjà en tôle, tu vois. Et on faisait des photos comme si j'allais être incarcéré. Et j'ai rencontré la première dame et on m'a dit
Tu sais, t'es étranger, tu parles de Machu Picchu qui est l'icône touristique du Pérou, tu parles de dépôts d'or et d'argent, tu parles de Pachacútec qui est le symbole de l'identité andine. Et donc, t'es français, on va jamais te permettre de faire l'ouverture du Mano de Accès de l'entrée. Fernando Astete a organisé une conférence de presse à Machu Picchu en disant que Thierry Jamin voulait détruire Machu Picchu. J'ai les articles chez moi, en disant que dans mon projet de recherche, il y avait les meilleurs. Il y avait le mec, un architecte, qui est à l'origine de la lettre de Venise. La charte de Venise, c'est un document qui date de 1964 sur la conservation et la préservation des monuments historiques. C'est un document international de l'UNESCO. Hein. Et ce mec-là, j'ai oublié son nom, il représentait le Pérou à l'époque. Donc la grosse référence en matière d'architecture, de conservation. Il était dans le projet, on l'a rencontré, enfin il était dans notre équipe et il était prêt à... Il faisait partie de l'équipe. Hein. Il a reçu des pressions, etc. Et on a ce mec-là, donc Fernando Astete à Machu Picchu, lors de ses conférences de presse, a prétendu que je voulais retourner 600 mètres carrés de terrain de Machu Picchu, que des bâtiments allaient s'effondrer, que des terrasses allaient s'effondrer, et que c'était une barbarie et qu'on ne permettrait pas à cet étranger de venir détruire Machu Picchu. Alors que nous, ce qu'on proposait, c'est de retirer simplement les peut-être 2 mètres cubes de gravier que les Incas eux-mêmes avaient mis pour boucher l'entrée. Ce qu'on appelle un tapiado. Et donc rien à voir avec ce qu'avait prétendu ce type. Et enfin une grosse désinformation. Et aujourd'hui, elle en est où l'affaire? Ben, on a été obligé. Alors, j'ai porté plainte contre. Après les menaces de mort, j'ai porté plainte contre Fernando Astete. J'ai porté plainte contre le directeur de la direction régionale de culture. Ils ont été convoqués par la police, par le juge. Ils ne se sont pas rendus. Je crois la veille où ils devaient être conduits de force au juge, ouais, pas incarcérés, mais venir avec la police, ils sont venus. Et ils ont dû mettre leurs empreintes digitales, enfin c'est un peu humiliant. Donc ils ont dû le faire. Et j'avais porté plainte contre eux pour diffamation, parce que t'as Euronews, t'as plein de médias qui avaient repris leurs interviews où ils m'insultent. Hein. Ah, ça allait loin. Hein. Ouais. Et finalement j'ai retiré mes plaintes parce que ça n'aurait pas abouti et je voulais tranquilliser l'affaire. Et en avril 2014, finalement on a abandonné le projet. Personne n'a pris le relais. Personne. Et donc quand on y va là-bas, finalement c'est toujours fermé, il n'y a ouais, personne mais c'est accès, mais interdit au public. On sait qu'il y a quelque chose, mais personne ne va aller chercher. Voilà, depuis septembre 2012, le petit chemin qu'avait emprunté David Crespi et nous, quoi, a été barré des 2 côtés jusqu'à aujourd'hui, où il y a marqué, il y a des pancartes qui disent obra de trabajo. Oui, mais donc il se peut qu'il y ait des fouilles, mais que ce ne soit pas dit publiquement. Et non, c'est impossible. J'ai des amis qui... T'as des taupes? Exactement, qui prennent des photos, qui me les envoient, des guides qui amènent des touristes et qui régulièrement... et on surveille les pierres s'ils ont bougé. Et je suis sûr que tôt ou tard on fera l'ouverture, ça sera pas nous parce que c'était trop... Bah, tu sais quoi, ça peut se comprendre. En fait, les découvertes à l'ancienne, bon, j'irai pas jusqu'à Christophe Colomb, mais tu vois, ces découvertes, c'était déjà aussi compliqué pour que ce soit le premier qui découvre tel ou tel endroit, comme le Machu Picchu par exemple, où beaucoup ont tourné autour avant que quelqu'un au hasard comme ça se dise bah, tiens, si j'allais là-bas par rapport à des gens qui... Ah bah, à Machu Picchu, tu vois, il y a El Comercio qui a fait une double page. Un dimanche dans une édition du 29 mai, je sais plus quoi, sur la fin de l'ère des Waqueros. Et alors, on avait mis une photo de Charles Bronson avec son blouson de cuir dans il y avait un film de 1954, L'Or des Incas, et une photo de moi avec Charles Bronson, non, pas Charlton Heston.
Ah, oui, avec ok. son blouson de cuir, son chapeau, et juste à côté, la même photo avec moi, mon blouson de cuir, mon chapeau. Il n'y avait pas de diffamation, mais c'était la fin des Waqueros. Ah ben si, parce que les gens peuvent se tromper en mettant Mais le titre sur exactement, ton c'est image. ça. Alors, on faisait- C'est de la diffamation. Ouais, mais Subtil. c'était mais trop subtil pour subtil, ouais. attaquer le journal. Ouais. C'est vrai. Et mais c'est j'ai une bonne dizaine d'éditions de journaux que j'ai gardées parce que Est-ce que ça vient t'a fait de la collector. peine? Ouais, mais ça m'a par exemple ça m'a plus stressé que l'Alien Project parce qu'on nous a vraiment attaqué à l'Alien Project. J'ai pas reçu de C'était pour te menace de former. mort. C'était non, C'était mais, pour te former à ce c'était qui pour- t'attendait. C'était Ouais, pour te mais- former, Michel. C'est quand même Bien vu. incroyable. Hein, ça. Mais tu Ouais, vois, vas-y, pardon. culturellement, moi je peux comprendre, mais je trouve pas ça juste. Moi je peux comprendre aussi Ça touche Nora, à l'identité. parce que Mais à ce moment-là, on te ramène quelqu'un à côté de toi. Tu vois, on va dire, on va pas le laisser tout seul parce qu'il est français, mais on va lui ramener quelqu'un et genre, ils vont faire la découverte ensemble. ouais, je pense Mais- qu'en France ça aurait été pareil. Imagine une équipe d'archéologues péruviens qui prétend avoir découvert le tombeau de Vercingétorix Voilà. ou d'un roi de France. On n'aurait pas laissé une équipe péruvienne ou mexicaine faire le truc, quoi. On aurait dit interdit. Ce qui est très dommage, mais voilà, on le comprend tous. Tout le monde est un peu chauvin en fait. Ouais, dans voilà. ce pays. Mais ce qui est étonnant, Les c'est le temps qui Chinois. s'est passé quoi, entre Ouais. les analystes, la découverte, et puis aujourd'hui, quoi, rien, c'est rien passé. Ah non, mais là il Alors, laisse. ça pourrait être historique. Ça se fera dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être, parce qu'on Il sait laisse qu'il y a ça au quelque chaud. chose de très important. Alors ils ont fait une polémique sur le fait que le Pachacútec se trouvait dans la tombe. Parce que tu as des chroniqueurs contradictoires, tu as des chroniqueurs qui disent qu'en dit en 1551, il y en a un qui dit qu'en 1551, Pachacútec était encore dans sa Patayacta, et tu as d'autres chroniqueurs qui disent que les Espagnols auraient trouvé la momie de Pachacútec dans le quartier de San Blas de Cusco et l'auraient amenée à Lima avec d'autres momies où elle serait encore perdue dans les catacombes de l'hôpital Saint-Andrés. Alors on a fait des polémiques en disant que c'était pas la tombe de Pachacútec parce que Pachacútec était à Lima. Alors que j'ai jamais prétendu que Pachacútec était à l'intérieur et que c'était son mausolée et qu'une partie de sa panaca y était probablement avec 3 enfants d'ailleurs. Et donc des choses labyrinthiques, toi, des... Ouais, c'est qu'ils n'ont ni queue ni tête au bout d'un moment. Ouais, voilà. On te reprocherait tout et n'importe quoi si c'était possible pour te mettre Vraiment à l'écart parce que du je suis projet. étranger et Ouais. que je voulais pas qu'un étranger fasse cette découverte. Ça, c'est- Mais bon, avec du temps, j'ai aucun doute que quelqu'un fera. Et en plus, ce qui est un peu humiliant pour les archéologues de Cusco, ce que j'ai pas manqué de souligner parfois, c'est que en haut, à droite de cette fameuse porte, il y avait une pierre de cette taille avec écrit avec du typex, tu vois, du correcteur blanc, Tesoro, et avec une flèche qui indiquait la porte. C'est-à-dire qu'avant David Crespi, il y a des touristes qui ont dû voir cette porte et qui ont dû s'interroger et qui ont pensé que ça cachait quelque chose. Il n'y a même pas un archéologue du sanctuaire de Machu Picchu qui a été foutu de se poser la question pourquoi ces touristes ont indiqué Tesoro avec une flèche. Ça veut dire Ils quoi, ne se- trésor? Trésor. Trésor. Et ils n'ont même pas eu Non. oui, voilà, l'esprit, la curiosité de se dire, mais c'est peut-être une porte. Et moi je me dis, mais punaise, ces trous du cul, on fait des polémiques pour mes diplômes, mais les Péruviens devraient faire des polémiques pour les diplômes de ces archéologues qui n'ont même pas eu la préscience ou la conscience de la présence de cette porte, sachant que cette entrée allait au pied de l'édifice le plus important du secteur industriel de Machu Picchu. Toutes les photos générales de Machu Picchu, on la voit à la porte. En plus. C'est sur le temple des 3 portes. Au pied, tu vois, tu as une porte, une entrée avec tous les critères, les canons architectoniques d'une porte, quoi. Avec les doubles jambages, le linteau. Et c'est même incroyable que malgré le temps, l'entrée reste encore bouchée. On a introduit une caméra endoscopique dans les pierres. C'est bien un tapiado, tu vois, des petites pierres comme ça qu'on fait
déposés pour occulter une entrée. Et, Ouais, pardon, je te laisse non, et nous, des entrées comme ça, on en a rencontré sur la recherche de Paititi, on a trouvé des nécropoles avec ce type d'entrée troglodyte, on va dire, et qui débouchent généralement vers une chambre supérieure, un puits et une chambre funéraire. Oui, c'est un peu le truc. Et en plus, une entrée qui était vraiment tournée vers l'est. Vers 90% des sites funéraires ont leur entrée tournée vers l'est, vers le soleil levant. Et bon, enfin bon, bref. Et donc, pour reprendre ce que tu me disais tout à l'heure, les résonances électromagnétiques, oui, effectivement, c'est une super technique. Belle technologie. Et on voit même dans le salon principal, carré, que les murs sont inclinés, trapézoïdaux, qui correspond au canon de l'architecture de l'époque 15e, 16e siècle, de l'architecture inca. On voit parce que le sol est plus étroit que la partie supérieure. Oui. Donc c'est pas contuvé de maison, ouais. Comme on voit dans le centre-ville de Cusco par exemple. Ah, ce qui est drôle dans ton histoire, c'est que la première fois donc, je t'ai interviewé il y a 4 ans peut-être maintenant, on en parlait de ça. Tu venais de le vivre, tu vois, cette histoire. C'était à cette époque. Voilà. Chaud bouillant. C'était chaud bouillant. Ouais. Et je te disais, mais t'as un bol incroyable. J'ai failli dire autre chose, mais je vais. T'as un bol incroyable pour te retrouver face à des artefacts ou des sites archéologiques c'est un impressionnants. privilège, parce que jamais dans ma vie, Nora, je me serais imaginé un jour en train de diriger un projet de recherche à Machu Picchu. Tu vois, Ouais, on clair. en rêve, mais. Même toi, en tant que Français, tu te disais. Je peux pas y accéder. Pourquoi? Pour quelles raisons? Ouais, Tout voilà. a certainement été vu et revu et analysé. Mais oui, mais ça m'intéressait même pas, si tu veux. Enfin, ça m'intéressait culturellement, mais j'y pensais même pas. Alors, Alien Project, encore moins, je veux pas Et dire. ben voilà, c'est pour ça que je te dis Alien Project aussi, ça t'est arrivé dessus comme ça. Ah ouais, sans le chercher. Et, Ah oui, oui. et par contre, à chaque fois, dans les deux situations, un gros bazar dans ta vie, tu vois. Au final, ça a été un gros chamboulement, du stress, des épreuves, du stress, tout ça. Ah oui. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que tu serais prêt encore à dire à cette bonne étoile, vas-y, balance-moi un nouveau dossier, Ah oui, en sachant tout ça? Moi, je lui fais confiance à mon étoile. Parce que ça nous a porté à des situations un peu extrêmes, mais jamais. Je me suis jamais cassé un bras pour le moment, on m'a jamais tiré une C'est balle. vrai, elle est toujours reste bonne étoile. Tu vois, Ouais. C'est qu'on s'approche trop de la vérité qu'on trouve des bâtons dans les roues. Ouais, peut-être. Bah, c'est ce que je me dis pour Paititi, tu vois. Paititi, là, ça fait 3 ans qu'on court après le permis. À mon avis, c'est pas pour rien. Les gens, ils savent qu'il y a quelque chose. ouais. Attends, j'ai Manuel Terra qui te dit Thierry Germain est curieux et intègre et c'est pour ça que ça marche. Salut Manu, je t'embrasse, à bientôt. Et c'est un couche tard, hein, parce que là en France, je sais pas quelle heure il est, mais. Il est aux États-Unis, Manu. Ah, mais oui, il est aux États-Unis. Eh ouais, Il est à ça San va, Francisco. ça va. Voilà. Bon, si ça se trouve, c'est quasiment la même heure. Ok. Bah écoute, franchement, là on parlait de Paititi avant, donc tu vas. Ah ben donc, moi c'est notre priorité des priorités. Ouais. Et on veut vraiment aller voir s'il y a quelque chose ou pas sur cette montagne carrée. Mais moi je suis sûr à 95% qu'on va trouver le site. On a il y a des formations géométriques qui sont pas naturelles. Qui sentent la Semble découverte. pas humaine. Qui le rappellent truc. certaines structures de Machu Picchu, des terrasses comme ça qui sont en plusieurs étages, qui ceinturent tout le site. Et on a les témoignages des natifs depuis 2010. Et encore une fois, c'est pas un hasard si on a localisé la montagne carrée. C'est vraiment tous les sites qu'on a découverts depuis 2009 qui nous ont conduits un peu comme ça, comme une chaîne, vers cette zone. Donc juste pour les gens qui nous écoutent ou qui vont t'écouter demain au réveil, le dossier Alien Project, tu le suis, ça reste un dossier en cours. Ouais, on est obligé, on peut pas. Voilà. À chaque fois, je me dis, bon, on veut le mettre de côté, se concentrer vers Paititi, mais on peut pas laisser cette affaire de momie. On a Voilà, une c'est responsabilité un dossier en quelque cours, j'ai part. envie de te dire. Voilà, il faut le cumuler avec Paititi, il faut le garder à Ouais, côté, voilà. puis pour surveiller, parce que tu as fait tellement de démarches pour réveiller un petit peu les gens sur ce dossier-là, que ça serait bizarre si du jour au lendemain tu disais bon allez c'est bon j'ai fini, Ouais, non, j'arrête, mais, c'est le maximum. philosophiquement, voilà. intellectuellement, on peut pas le laisser. En plus,
Ça fait partie de ce que tu aimes. Toi, tu es curieux du monde, de la vie, de l'histoire de l'homme. C'est une histoire extraordinaire, donc on peut pas la laisser. Si tu le gardes. Mais Païtiti, c'est quand même la priorité pour nous. On y retourne. Oui, on y retourne et dès le mois de mai de 2009 si on a les permis. Et j'espère qu'avec l'aide d'Armando Villanueva, on va pouvoir faire avancer les autorisations parce que le thème de prédilection d'Armando Villanueva, le congressiste d'Action Populaire, c'est justement le patrimoine culturel. Et là, on a même des indices que Païtiti a été visité. Parce qu'il y a à l'endroit précis où on voulait nous-mêmes atterrir en hélicoptère, l'unique endroit suffisamment ouvert pour permettre de descendre en harnais, où on s'était dit là on va faire le camp de base, là l'héliport, et ben on a vu que quelqu'un y avait pensé avant nous et que la forêt a été coupée il y a plusieurs années. Parce qu'on voit la différence de couleur et de hauteur, de végétation. Et c'est pas une coïncidence. Et on s'est dit, punaise, il y a des gens qui sont déjà allés. Et pour emmener un hélicoptère là, il faut que ce soit une organisation. Or, depuis une quinzaine d'années, il y a des rumeurs qui prétendent qu'à l'époque du gouvernement finissant d'Alberto Fujimori et de Montesino, il y aurait eu une opération clandestine des militaires. Ça m'embête toujours d'évoquer ça, mais qui aurait fait une opération à Païtiti qu'ils auraient attaqué à la dynamite. Et les incursions, là, ça pourrait très bien être ça. Et peut-être que si on ne met pas d'empressement à nous donner les autorisations, parce que peut-être que les autorités savent que derrière la découverte de Païtiti, il y a un gros scandale. Parce que c'est peut-être un site qui est en très mauvais état, je pense qu'il doit être en très mauvais état. Et s'il a déjà été pillé, c'est peut-être par des gens du gouvernement de l'époque. Mais donc on va donc insister pour aller jusqu'au bout et peut-être avec l'aide d'Armando Villanueva parvenir à faire cette opération. Comme le disait Michel tout à l'heure, tu as vécu, ce que tu as vécu sur le Machu Picchu t'a permis d'appréhender d'une autre façon Alien Project et les momies tridactyles. Et il y a une raison à tout sur la suite logique. Tu as dû mettre Païtiti de côté. Peut-être maintenant, voilà, tu vas être armé avec les contacts que tu as eu depuis, les informations supplémentaires. Et oui, c'est ce qu'on nous dit. Moi, j'essaie de rester un peu philosophe. Je me dis c'est que pour le moment, on n'y est pas allé, c'était pas encore mûr. C'était pas le moment. Et donc, j'espère que ça va mûrir pour 2019. Parce que c'est quand même, il me semble, la recherche que toi tu mettrais. On est d'accord, les momies tridactyles, elles sont inclassables. Il n'y a pas de classement. Mais là, en recherche archéologique pour toi, Païtiti, c'est. Pour moi, ça serait l'aboutissement de. Oui, voilà, c'est mon Graal. Mais le Graal, on ne l'a jamais trouvé, alors que j'aimerais quand même. Donc, alors, ça ne devrait pas dire que c'est le Graal. Oui, voilà. J'aimerais quand même aller voir. Il y a Manu qui te dit, Thierry Jamin, regarde les ombres créées par le soleil. Partout où tu vois des murs, c'est une des clés. Et ben, on voit ça dans cette région-là. On voit cette ceinture de murs de 3 ou 4 niveaux qui ressemble beaucoup à ce que faisaient les Incas. Même si on pense que Païtiti était pré-Inca. Mais bon, c'est pareil, c'est les mêmes techniques, on va dire. C'est recouvert par de la végétation. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait de nouvelles techniques en fait. Avec des avions, avec des lasers, ça arrive à transpercer la végétation. Le lidar, on permettrait de voir ça. Mais le lidar, en fait, nous, on a déjà payé l'hélicoptère. C'est 60 000 $. On est prêt à aller sur le terrain. Il faudrait juste, on nous donne le permis aujourd'hui. Dimanche, on part. Et donc, on peut pas se permettre de payer maintenant le lidar alors qu'on a payé l'hélicoptère. Et puis nous, on est des hommes de terre, on connaît bien tout ça. Et on a les natifs de Timpia qui trépignent de nous accompagner. Et c'est une opération courte de 16 jours. Et alors, le lidar, c'est pareil, il faut demander des autorisations. Donc, or, ce qui nous empêche d'y aller, c'est ces fameuses autorisations. Donc, pour nous, lidar ou pas lidar, on veut aller sur le terrain parce qu'on a déjà l'infrastructure, on a déjà l'opération financée grâce à Éric Frémont. Et Éric Frémont, c'est la personne qui a financé Solar Impulse. Oui. Pour l'avion solaire qui a fait Auguste le tour du monde. Ouais. Et l'un de mes amis nous a obtenu ce partenariat, Boris. Je te salue, Boris. Et Boris est un plongeur qui doit justement plonger dans les lacs pour faire l'exploration sous-marine avec le ROV. Et
Et voilà quoi, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Mais le problème c'est que nous on respecte la loi et qu'on aurait pu y aller sans les permis, etc. Mais ça n'aurait pas de valeur scientifique. Donc on attend sagement. Et entre-temps, on a eu l'Anion Project pour nous faire patienter. Qui a occupé pas mal de temps, ouais. finalement. Le temps est passé très vite, du coup. Ah oui. Alors maintenant qu'il y a ce gros pas de franchi avec les momies de Nazca, on aimerait bien pouvoir de nouveau nous reconcentrer un peu vers Paititi. Ok, merci pour tout. T'as regardé un petit peu les commentaires sur internet sur les momies Nazca ou t'as pas eu le temps parce que je sais que j'ai regardé un peu en français, ils sont plutôt satisfaits les internautes. Oui, du pas qui a été fait, oui carrément, non, c'est ce qu'on a vu. Et ça valait la peine de repousser puisque la dernière fois on voulait faire la conférence en décembre déjà, mais on n'avait pas tous les éléments, alors on l'avait repoussé. En septembre, non, en juillet, septembre. Non, décembre l'année dernière de 2017. Ensuite, on s'était dit, bon, peut-être en janvier. Après, c'était mai-juin. Après, c'était le 11 juillet pour fêter les 1 an, etc. Après, c'était en septembre. Et certains détracteurs pensaient qu'on faisait ça pour gagner du temps, etc. Et puis, je me suis dit, dis donc, on a eu du temps, on a eu raison d'attendre un petit peu. Parce que là, on a quand même, je pense, apporté des nouveaux éléments. Parfois, en fait, c'était même pas vous qui aviez décidé d'attendre, c'était la conjoncture, c'était l'analyse qui venait pas au moment où ça devait venir. Ça fait que des affaires de conjoncture, des choses qui n'étaient pas mûres. Donc il y a une raison à tout, encore une fois, dans ta vie. Oui, les choses se passent. Et on a attendu, et on a eu cette conjonction avec Armando Villanueva. C'est ça. Ce qui a donné une ampleur, on n'y aurait jamais cru, je pense, il y a 2 ans. Mais même il y a 3 mois, 3-4 mois. Et on a commencé à en parler en juillet avec Armando Villanueva. Parce que Armando Villanueva, une fois qu'il a vu ce dossier-là, qu'il s'y est intéressé, tout de suite, il l'a pas lâché. Il n'a pas eu des moments de... Non, c'est un homme qui a de l'avenir au niveau national, j'en suis convaincu. Et il ne s'est pas satisfait des réponses du ministère de la Culture, parce que par rapport aux premières informations que lui avait communiquées Raimundo Salas, c'est un fatigué, parce qu'ils sont amis tous les deux. Il avait envoyé une lettre au ministère de la Culture pour savoir où en était le dossier, etc. Et le ministère de la Culture lui avait répondu de manière un peu alambiquée, qui n'était pas satisfaisante pour son esprit curieux. Et donc ça avait commencé à le titiller, voilà. Et puis après, il m'a rencontré, il y a eu des explications, etc. Et on est parti dans cette histoire de projet de loi, parce qu'il était convaincu de la faire, et jusqu'à la conférence de lundi, qui a été la culmination pour nous de presque 2 ans d'investigation. Et pour nous, alors c'est marrant parce qu'en plus, dans le taxi pour aller vers le congrès, je reçois sur mon téléphone les dernières analyses de Rio de Janeiro, de Victoria. Jusqu'à la dernière ligne droite. Ouais, voilà. Mais c'est incroyable parce que moi, j'étais pas convaincu, mais je me dis, ça doit être une peau que les Waqueros. Moi, je suis toujours l'avocat du diable. Comme me dit souvent Michel, je suis sceptique optimiste. Et je me suis dit, ça doit être un patch qui a collé des Waqueros, quoi. Et j'ai été surpris d'apprendre de découvrir que la peau qu'il y a dans le dos de Victoria a 1000 ans. Et c'est la même fourchette de datation que les os de Victoria qui ont été datés de la même période. Alors la probabilité que des Waqueros aient trouvé dans le désert des os qui en plus, donc 30% d'Homo sapiens, et qu'ils aient trouvé en même temps une peau de serpent de 1000 ans, alors il faut savoir qu'elle a 1000 ans, qu'ils l'ont collée. C'est quand même très peu. C'est pour ça que pendant la conférence, on a entendu les scientifiques dire si c'est une fraude, ça doit être très difficile à faire. Et après, je ne sais plus quel était ce scientifique qui était revenu sur ces mots, il a dit non, en fait, c'est impossible. Voilà, au bout d'un moment, il faut dire les choses. À ce niveau-là, c'est pas possible de frauder. Avec les résultats que l'on a aujourd'hui, on peut dire avec une quasi-certitude que c'est authentique.
même si c'est déroutant, même si ça pose plein de questions, il faut affronter les questions, être humble pour dire qu'on n'a pas toutes les réponses et qu'avec le temps, on les aura peut-être. Tu sais, il y en a qui, après la conférence, en ont conclu que c'était faux. En prenant, par exemple, simplement la grande main ou Wita, par exemple. Ou même qu'on a truqué les scanners. Oui, ah oui, ça, j'avais vu ça. Oui. Moi, ça me plaît beaucoup. Avant même la conférence, ça partait déjà. Ouais, moi, ça me plaît beaucoup ce genre d'argument parce que quand on arrive à ce genre d'argument, c'est qu'on n'a rien pour... Mais c'est pour ça, moi j'ai fait un live, tu vois, cet après-midi en disant aux gens, écoutez, soyez aussi sérieux ou argumentez avec autant de précision que les scientifiques qui étaient en face, quoi. Ils ont fait beaucoup de travail. Moi je suis plutôt fier des scientifiques, que ce soit ceux d'Alcari ou de Gaïa ou de Tertiaire Milléniaux, parce qu'ils ont quand même fait du beau boulot. Et Gaïa a dépensé plus de 200 000 $ en analyse. Plus de 200 000 $. Il y a très peu d'équipes pour Atta. Tu sais, Atta, c'est un petit humanoïde qui a été trouvé au Chili il y a plusieurs années. Je ne pense pas qu'ils aient dépensé tout ça pour analyser l'ADN d'Atta. Et même les résultats d'Atta, c'est Homo sapiens. Ah bah tiens, ça c'est super intéressant. Ouais. La main, les grandes mains, la tête, c'est Homo sapiens. Et Atta, je ne sais pas si tu as entendu parler de Atta. C'est un fœtus mal formé, c'est celui-là. Non, c'est pas un fœtus, c'est un petit corps humanoïde avec une tête vraiment protubérante. Et les résultats d'analyse, c'est Homo sapiens avec une origine au nord du Chili. Ouais. Alors un Homo sapiens de 14 cm, moi j'en ai jamais rencontré de vivant, et ni même de mort. Alors ça montre bien qu'il y a un problème dans le protocole des laboratoires, dont PaléoDNA, dans l'étude ADN d'Atta. Et peut-être donc des mains et de... Il aurait fallu finalement qu'il y ait 3 ou 4 analyses de labos différents. Mais ça a été fait. Alors, mais ils arrivent aux conclusions que c'est Homo sapiens. Mais ça ne peut pas être Homo sapiens quand tu vois la tête d'Atta. D'autant plus que dans les années 90, en Russie, il y a eu un autre cas avec un être très similaire à Atta, mais de cette taille-là, qui a été capturé vivant. Un peu plus grand, ouais. Et qui a été gardé par une dame et qui est décédée en 96. Et aujourd'hui, je crois qu'il a disparu, ce petit corps. Mais il y a eu des photos, c'est vraiment la même morphologie. Ouais, c'est bien lui que je pensais. Ouais, voilà. Ouais. Tu sais que sur Internet, Atta est déclaré comme étant un énorme fake. Ouais. Et c'est le dossier qui est reproché d'ailleurs à Jaime Maussan, parce qu'il le met en avant et continue toujours à le mettre en avant aujourd'hui. Non, c'est pas... Là, tu parles de Be Witness. Alors c'est Steven Greer du coup, Atta. Ouais, Steven Greer, c'est Atta, et Steven Greer met en cause les analyses du laboratoire un laboratoire important d'université importante des États-Unis. Et il était en colère parce qu'il pense que les données n'ont pas été données de manière honnête par ces laboratoires. Frauder, c'est une question. Moi j'ai compris, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de subjectifs et d'interprétation, d'interprétatif dans ces données. Au début, à un moment donné, tu as les ordinateurs qui travaillent, tu as des triangles, des rectangles, etc. Mais en bout de ligne, tu as quand même un humain qui vient donner une synthèse. Exact, une interprétation de toute la partie contamination, de toute cette chaîne de données. Donc pour toi, ce que tu as vu de Atta, selon toi, c'est aussi... Pour moi, il y a quelque chose de très similaire à l'affaire de Nazca. Et Steven Greer, eh bien, il reste amer sur l'affaire d'Atta. Ouais. Et pour revenir à Jaime Maussan, alors c'était un autre artefact. Il y a deux affaires un peu délicates sur Jaime Maussan. Il y a quelques années, il a découvert un corps momifié d'une créature qui avait des ailes. Et il a fait tout un pataquès avec toute une publicité. Lui-même a envoyé le corps à faire des radiographies et ils ont vu qu'il avait des agrafes. Donc mais lui-même a démonté le fake.
Et puis il y a aussi une affaire où ils auraient trouvé un chupacabra à Mexico, vivant. Et Jaime Maussan a fait beaucoup de communication dessus. Et le mec, il y a même des images connues qui montrent dans une grange un animal qui montre les dents vivant, supposé vivant. Et apparemment, ça aurait été un singe qui aurait été... on lui aurait enlevé la peau et l'auteur même de la supercherie aurait reconnu le fake. Et Jaime l'avait présenté comme un authentique. Et puis tu as l'affaire de Be Witness. Be Witness, c'est une diapositive qu'a étudié José de la Cruz et qui a été rendue publique par Jaime Maussan, d'un être qui ressemble humanoïde, non humain, mais qui serait peut-être un enfant mal formé. Et jusqu'à aujourd'hui, la polémique court. Et moi, j'aurais pas été aussi catégorique que Jaime Maussan et même que mon ami José de la Cruz pour affirmer que c'est extraterrestre. Et donc on s'est servi de ces affaires pour décrédibiliser Jaime. Moi j'ai beaucoup d'amitié pour Jaime parce qu'il a vraiment... Justement en fait, comme tu le connais, parce que vous avez eu en plus un parcours récent ensemble, enfin, vous côtoyez sur l'affaire des momies de Nazca. Je voudrais savoir, il le sait lui que y a des dossiers sur lesquels il s'est trompé et tout ça. Est-ce qu'il n'a pas fait attention? Est-ce qu'il a eu quelques précautions par rapport aux momies de Nazca au départ? Est-ce que tu as pu voir ça? Oui, parce que il avait été sensibilisé à l'affaire dès le mois d'octobre, je crois. Il avait vu des publications de Krawitz qu'il n'avait pas pris au sérieux. Et en fait, c'est quand il a vu mon entêtement, qui m'a découvert en fait, en somme, en décembre, janvier, qu'il a eu plus confiance. Et ils m'ont contacté à cette époque, vers fin janvier, sur cette affaire, pour venir enquêter. Et moi j'ai beaucoup de... Moi je le salue. Quand il a débarqué, il est très courageux. Il a débarqué avec des scientifiques en plus. Avec il a pris des précautions, il est arrivé avec José de la Cruz, un médecin légiste. Ah oui, la première visite, il est venu avec une équipe de scientifiques. Avec des gens de New York que je connaissais pas, qui ne sont pas revenus, hein, mais avec Konstantin Korotkov. Ils étaient une vingtaine quand ils sont venus. Donc avec Gaïa, parce qu'à cette époque, janvier 2017, Jaime signe un accord de partenariat avec Gaïa. Et ils étaient à la recherche justement d'un sujet, et l'affaire de Nazca est tombée en plein dans ça, quoi. Donc dans un bon contexte, parce que j'ai jamais eu de bon contact avec Gaïa, mais il faut reconnaître qu'à partir du moment où en juin 2017 ils ont intégré l'aventure. Ouais, ils ont commencé à diffuser, ça a pris une autre... ça a décollé. Il est venu avec... C'est lui qui a amené le National Geographic. Ouais, ils sont venus en avril. Mais pourquoi le National Geographic, ils n'ont pas continué? Ça, je sais pas. Tu as une idée, non? Non, je sais pas. L'affaire les dérange trop? Oui, voilà, peut-être à cause des polémiques. Ah, les polémiques. De fake. Tu sais, il y a beaucoup de personnes, quand elles n'aiment pas un dossier, elles ne s'arrêtent pas elles-mêmes sur ce dossier, elles veulent bloquer le dossier pour tout le monde. Et elles vont appeler des gens pour leur dire non, ne vous intéressez pas à ça ou à ça, ou des entreprises. Voilà, ça peut arriver souvent ça, que certains détracteurs aillent très très loin pour bloquer un dossier. Et tu sais, on dit souvent que l'homme est un loup pour l'homme. Là, dans ce cas-là, des fois, je me demande même, certains pourraient penser que c'est le gouvernement qui empêche de... Des fois, je me dis non, c'est des groupes de personnes, tout simplement. Même des ufologues. Même des ufologues, oui. J'ai vu. On voit bien que l'affaire n'est pas reprise par les ufologues. Je veux dire, moi j'ai étudié le sujet, donc je peux être considéré comme ufologue vu que je suis intervenu, mais je suis le seul. Je suis le seul, ni en France, ni aux États-Unis. Aux États-Unis, il y en a quelques-uns qui prennent l'affaire. On a Robert Salas. Voilà. Oui, mais il y a aussi il y a une ufologue qui a des cheveux longs aux États-Unis. Du projet Camelot, Kelly Cassidy, non? Oui. Elle est très connue aux États-Unis. Non, c'est pas elle. Elle s'appelle. Je sais plus, mais elle est très connue. On la voit très souvent dans les émissions de History Channel. On retrouvera cheveux longs, c'est ce qui te reste en mémoire. Ufologue cheveux longs, ouais. Qui a des lunettes. Nora Smith. Non. Et donc, elle y croit, elle était
sur le point de venir d'ailleurs. Finalement, elle n'est pas venue, je ne sais pas pourquoi, mais elle était partante pour venir à la conférence. T'as pas le nom? Bah non, je vais te dire, j'ai pas le nom. mais tu dois la connaître, vous la connaissez tous. C'est pas Kelly. Bon, il y en a deux très connus aux États-Unis, c'est l'une des deux. Voilà, donc c'est pas Kelly Cassidy, c'est l'autre. Voilà. Et donc, il y en a quand même qui sont attentifs. Il y a aussi un ufologue, un blondinet qui est souvent sur David Wilcock. David Wilcock, oui, il a fait une vidéo d'ailleurs cette semaine, il me semble. J'ai vu une vidéo avec les momies à 3 doigts. Lui, il y croit à cette sur affaire. Gaïa d'ailleurs. Ah, voilà. Ouais. Oui, l'année dernière, il avait donné une interview super intéressante. Ah, il y a Carole qui me dit, est-ce que ça serait pas Dolores? Donc je pense qu'elle doit dire Dolores Cannon. Non, c'est pas elle. Parce qu'elle, c'est une journaliste qui a enquêté sur l'ufologie, donc on n'est pas encore sur l'ufologue. Non, mais on la voit souvent dans. Il y a une série qui s'appelle Cazador de ovnis. Elle a publié, chasseur d'ovnis Elle a publié un article, non? Elle a publié. Oui. Et donc, dont un truc de Mira, non? Oui, voilà, elle était très énervée. Moi aussi, très énervée par l'attitude de Mira. Et c'est William Gallison qui est en contact avec elle, qui lui a expliqué le contexte. Elle était vraiment très en colère contre Mira, dont elle a bien compris les manœuvres. Je ne me rappelle jamais de son nom. Ouais. Il y a Manuel Terra qui me dit Kelly Cahill. Non, c'est l'autre. Il y a Kelly Cahill qui est australienne d'ailleurs. Elle vit aux États-Unis, je crois. Ah bon, Manu, tu vis aux États-Unis. Un effort. Non, c'est une personne. Je vois. Moulton. Linda Moulton. Linda Moulton, ouais, voilà. Linda Moulton, ok. Ouais, voilà. Et donc, je pense qu'il croit à l'authenticité de l'affaire. Elle a failli venir. Ouais, elle a failli venir. William Gallison m'avait dit je suis en contact avec elle, je crois qu'elle est prête à venir. Elle est chaude. Ouais, ça venir. Il est tard, on est dans un petit restaurant, il y a Michel qui craque, et vous l'avez déjà vu à l'aéroport, il nous l'a fait. Moi j'adore Linda Moulton. Oui, moi aussi. J'adore. Et donc, voilà, donc il y a quand même des ufologues qui regardent l'affaire avec certains. Est-ce que tu as des nouvelles sur la Russie? Parce que finalement, il y a eu un labo, on a vu aussi un scientifique russe qui était là. Est-ce que tu as eu des remontées comme quoi il pourrait se passer des choses en Russie sur ce dossier des momies de Nazca? La Russie, c'est Gaïa. Ils sont liés directement à Gaïa, plus qu'à Tercer Milléniaux. Alors c'est bon, ils sont bien informés alors. Oui, et donc j'imagine qu'ils vont continuer leurs études. Et bon, j'ai pas plus de renseignements, sauf que j'étais content de la conférence de constater quand même que le travail des José de la Cruz, par exemple, avait abouti à plus de données nouvelles que l'équipe de Russie, mais que finalement leurs résultats ont confirmé les nôtres. Et avec cette histoire d'embryon qui paraît un peu tiré par les cheveux. Qu'est-ce que tu en penses de l'embryon? Parce que moi justement quand j'ai vu la coupe, je me suis dit mais on peut couper peut-être n'importe où et avoir cette forme-là et après styliser une image. Et nous on va avec David qui fait un travail fabuleux depuis le mois d'août. On va se concentrer sur les œufs justement pour voir si on confirme les données des Russes parce que nos images sont de bien meilleure qualité, définition que ceux du Russe. Et d'ailleurs, j'en profite, Marguerite Dugref, donc elle n'est pas parmi nous, on a Omar là ce soir, elle se repose un petit peu Marguerite, mais justement, elle trouvait que les Russes avaient fait une conclusion très rapide, ça manquait de détails techniques. Alors ce qui m'intéresse, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est bon la forme globale qui ressemble effectivement un peu à... Et ils auraient localisé le cœur et le cerveau. Et ce qui apparaît premièrement dans les embryons, c'est les premiers organes. Machine, et donc on va se mettre à la recherche de ces formes. On parle quand même de Josefina qui a été déclarée comme authentique. Alors ça serait logique de trouver quelque chose, mais après 1000 ans, est-ce qu'il y a le souvenir de ces embryons? Pourquoi pas? Il a parlé de placenta, le russe, et puis de ces embryons, donc on va les rechercher. 8 semaines en plus. Alors 8 semaines, je ne sais pas sur quelle base,
Si on compare, je pense qu'il a comparé avec une grossesse avec une humaine. tortue, oui, mais mais en même temps, comme c'est extrêmement éloigné, ou un animal. Un poulet, un embryon de poulet, moi je sais pas de quoi ça au bout de 8 semaines. C'est vrai, voilà, c'est ce qui manque comme information en fait du côté des Russes. Et c'est vrai que c'était compliqué cette conférence parce que soit il y avait des scientifiques qui allaient trop dans le détail, l'explication et on comprenait pas, on n'avait pas tout de suite l'information qui faisait tilt dans nos têtes, qui était parlante pour le public lambda, je veux dire, pas pour les scientifiques. Mais soit on avait d'autres scientifiques, donc notamment les Russes, qui allaient dans cette conclusion grand public, mais pour les autres, il manquait le pourquoi vous en arrivez là. Après, il y en a d'autres, franchement, ils ont réussi à bien expliquer les choses de A à Z, à faire attention, mais je le rappellerai encore ici, un scientifique n'est pas forcément un bon communicant. C'est plusieurs métiers différents. Donc, je pense que tout le monde était aussi frustré par ce timing serré, 15-20 minutes chacun, mais toutes les données sont là. Et, en tout cas, le quatrième œuf est beaucoup plus avéré, beaucoup plus sûr que l'embryon. Oui, non, mais là c'est 100%. Là, pour nous, ça a été. On se voit, on a le canal. Nous, ça a été vraiment. Alors, on se dit, mais comment une fraude pourrait être possible? Ça paraît Thierry, est-ce que tu peux nous réexpliquer, comme vous abordez la question de l'embryon, puisqu'il y a eu des accusations qui ont eu lieu aux États-Unis suite à ces images qui ont été diffusées. Ah bon? Ben oui, on en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que l'image de l'embryon a été prélevée sur un embryon humain. Ah oui, il y a l'image d'un embryon humain. Tu peux nous réexpliquer exactement le Russe avait juste pris la comparaison d'une photo d'un embryon humain pour illustrer, pour voir la similitude de forme. Voilà, moi je l'ai bien compris comme ça. Et il a été très clair. Et un petit peu arrangé pour que ça ressemble à... Alors je crois qu'il y a un trou du cul anglais bien connu. Avec des moustaches et des lunettes, avec un peu d'embonpoint, qui a tout de suite dit regardez, le Russe fait passer l'image de l'embryon humain pour un embryon de Joséphina, donc c'est un fake, etc. Mais vraiment, il continue dans la mauvaise foi. Et c'est pathétique. J'en ai vu beaucoup. Tu sais, il y en a qui ont pris les analyses de la main en montrant ça comme étant les analyses de Maria pour dire voilà, Maria c'est un fake. Donc oui, il y a même un ufologue français, ex-présentateur retraité, qui a osé dire l'année dernière que c'était un fake, que c'était du bidon, sur la base de quoi, j'aimerais bien le savoir, et qui, dans un commentaire sur sa page Facebook, vous voyez, Wawita, elle est mutilée. Mais alors, quid du reste? Voilà, ces raccourcis-là, c'est vrai que moi, c'est ce qui m'agace personnellement. Intellectuellement, il y a un problème de démarche. Intellectuellement, c'est ça. On peut pas avancer. De sincérité. Le type a eu raison de prendre sa retraite parce que bonjour le travail journalistique. Parce que il y a cette partie-là. Puis c'est repris par énormément de personnes. On l'a vu par exemple sur la page Facebook de Nurea TV. Et on ne peut pas prendre une analyse et faire en sorte que cette analyse définisse tout le reste. Comme on ne peut pas prendre une seule momie ou artefact et dire voilà, si là il y a un petit souci, ça veut dire qu'il y a un problème sur tout le reste. On a bien vu que c'était très compliqué, qu'il y en avait plusieurs, et d'ailleurs sur le timing aussi, sur la chronologie, ils ne datent pas de la même période aussi, donc il faut vraiment s'attarder sur tout. Et, puis, ça peut être un lieu, là où ils étaient, un lieu de stockage, allez savoir. Tu vois, dans les villes européennes, tu as des secteurs dans les fondations, des secteurs anciens, tu as des secteurs qui datent de l'époque gallo-romaine ou gréco-romaine. Moi, je suis originaire de Chartres, et il y a encore des souterrains de l'époque du siège de Jules César, quand les armées de Jules César faisaient le siège de Autricum, ça s'appelait comme ça Chartres à l'époque. Et donc il y a encore dans les soubassements des vieilles villes européennes, il y a 2000, 3000 ans d'histoire. Et donc on trouve des ossements, regarde dans les soubassements de Rome, il y a encore des nécropoles, des restes humains de l'époque romaine, de toutes les époques qu'ont traversé les villes européennes. Donc pourquoi pas le site de Nazca ne contiendrait-il pas plusieurs secteurs où ont été enterrés d'une époque à l'autre des corps ou des organes, je sais pas, de différentes époques pour différentes raisons inconnues. Ça s'est vu en tout cas, c'est pas extraordinaire. Exactement.
et différents matériaux aussi au fil des époques. Enfin bon, en tout cas, là ça va continuer, ça va se poursuivre. Donc on en a parlé tout à l'heure et je t'ai dit donc ça c'est un dossier qui sera toujours en cours finalement pour Alien Project pour vous. Oui. Et ensuite sinon, est-ce que tu sais si ça va aller un petit peu plus loin dans les recherches? Gaïa va continuer aussi, Jaime Maussan de son côté aussi? De ce que je sais, Gaïa recherche le site et c'est la raison pour laquelle ils ont envoyé Konstantin Korotkov plusieurs jours avant la conférence pour aller tâter le terrain. Et moi, alors il y a des choses qui me gênent un peu dans la démarche, mais bon, je garde pour moi. Ouais. Mais oui, de toute façon, les recherches continuent. Il y a plein de questions sans réponse et on ne peut pas laisser en plan comme ça cette affaire. Un grand pas a été franchi, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Et au fait, qu'est-ce que tu penses, Manu pose cette question, j'ai pas la fin, mais je vois où il veut en venir. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie un petit peu étrange aussi, mais que ça viendrait d'une branche évolutive tridactyle? Donc, moi j'ai du mal à y croire. Moi je me dis, pourquoi pas, ouais, vérifions, mais, tu vois, on verra. Les dinosaures sont éteints depuis 65 millions d'années à peu près. Et les humains, si on prend la théorie classique darwinienne, on viendrait de Lucie, enfin de Néandertal, Australopithèque, on a en gros 7-8 millions d'années. Ouais, peut-être pas d'aussi loin. Comment une espèce reptilienne n'aurait pas, à un moment donné, fait la guerre aux humanoïdes? Et je pense que même les reptiliens n'auraient pas permis à des mammifères d'évoluer vers une humanité intelligente. Donc je pense que les reptiliens auraient pris le dessus sur les mammifères pour devenir l'espèce dominante de la planète. Ça paraît difficile, mais pourquoi pas ouais, pourquoi pas. Allez savoir, c'est vrai qu'avec Omar et Marguerite, l'autre jour on parlait par exemple des tigres à dents de sabre. Ouais. Il y avait une branche un petit peu spécifique, là on connaît tous les tigres, et bien, ouais. Les tigres à dents de sabre ça a quasiment rien à voir si ce n'est dans la forme, mais voilà, c'est une espèce qui s'est éteinte aussi pour différentes raisons, donc, ouais. Mais c'était une autre branche, différente des tigres qu'on connaît aujourd'hui. Oui, oui, mais donc est-ce que là, ce serait pas une branche différente, humanoïde si on part pas sur le côté dinosaure, reptilien. Ouais. Mais si c'est une branche qui vient de la Terre, elle vient de très loin. Parce qu'il faut quand même évoluer jusqu'au statut bipède avec un peu de technologie apparemment. Donc ça veut dire qu'ils ont traversé plein d'évolutions et que... Après, sur Nurea TV, certains pourraient te dire, je connais les Nuréens, une petite implication venant des étoiles, une petite modification génétique, un coup de pouce venu du ciel pourrait faire en sorte que... Bah, pourquoi pas, moi personnellement, mais c'est juste une opinion personnelle, je pense que si le cas est authentique, il s'est passé quelque chose. On aimerait en savoir plus sur... bah oui. Là pour le coup... En fait c'est le lieu qui permettrait d'en savoir beaucoup plus. Le lieu pour voir le contexte historique, archéologique et... Est-ce que c'était une nécropole? Est-ce que c'était leur lieu d'habitation? Voilà. Bah, si c'est une nécropole, où se trouvait leur lieu d'habitation et ainsi de suite. Voilà. Est-ce que c'était des divinités pour les populations locales? Oui. Parce qu'en plus il y a cette iconographie qui est indéniable. Il y a même des géoglyphes qui présentent des êtres qui sont très similaires à Alberto et à Josefina. Ça peut pas être une coïncidence. Et par ailleurs, à des dates, à des époques qui correspondent aux datations de Maria, par exemple. Ouais. Donc ça pose plein de questionnements. Donc il y a un champ d'investigation, on n'est qu'au début de l'affaire de Nazca. Et en plus, comme tu dis, on n'est pas si loin de nous, finalement, époque précolombienne, vers 1000 ans, 1200 par là. Bah, Maria, c'est presque 2000 ans, c'est 1750. Mais si tu veux, c'est pas, quand on parle des dinosaures, c'est pas des millions d'années, quoi. Tout à fait. C'est pour ça, c'est très très proche. Et en même temps tellement loin pour cette histoire-là. D'où ils viennent. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils faisaient ici, où était la société, comme disait Omar, finalement où ils vivaient, comment ils échangeaient. On voit finalement que leurs métaux, d'après les analyses, ressemblent tout à fait à ce qu'on pouvait trouver à l'époque précolombienne. Donc c'est-à-dire qu'ils utilisaient finalement la même façon de faire que les humains classiques
on connaît tous de l'époque. Donc est-ce qu'il y a pu y avoir des échanges? On a vu aussi que sur différentes sculptures ou gravures, on voit qu'il y a eu des échanges, il y a eu forcément des échanges puisqu'ils les ont représentés. Donc c'est qu'il y a eu des contacts. Ouais, une chose est sûre, c'est que l'être humain reproduit toujours ce qu'il voit. Et dans le site découvert par Mario, il y avait des tombes précolombiennes, des tombes humaines. Ils ont trouvé des momies qui ont été vendues d'ailleurs par Mario. Et des momies humaines. Ouais, voilà, à l'entrée du site. Il semble y avoir une cohabitation, quoi, d'une manière cohabitation, ouais. Ou respect, ou allons savoir. En tout cas, une grande histoire qui continue. On peut en parler des heures. Ah oui, sans problème. Mais ouais, on se tient au courant pour la suite et je pense que ça va être la dernière fois qu'on le verra sur Nurea TV parce que tu as pas mal de taf à faire. Donc ce sera via Facebook, on va télécharger ça sur YouTube les amis. Donc c'était un petit message pour les Nuréens, pour leur dire au revoir. Eh bien merci du soutien de Nurea, de la première heure et puis merci du soutien également des internautes, des ululeurs. Sans eux, encore une fois je le dis et on le pense, hein, Anna et moi. Et José, etc. Que sans l'impulsion des ululeurs, on n'aurait pas pu lancer les premières analyses qui ont en fait fait boule de neige avec Jaime Maussan, Gaïa, etc. Donc du fond du cœur, merci. J'espère que vous n'avez pas été déçus lundi par les nouvelles infos et vous pouvez compter sur moi. On va aller au bout de l'histoire, on ira aussi loin que l'on peut aller. Et on vous fera vivre et on communiquera sur toute cette affaire comme on l'a toujours fait depuis le début. Voilà. Merci. À bientôt. Merci Thierry. À bientôt. Les amis, je vous souhaite donc une très bonne nuit et on va faire un petit coucou à Michel qui était présent aussi ce soir. Demain, on va à Sacsayhuaman et peut-être si on a le temps, on ira voir le docteur Alfaro. Raimundo Alfaro. Ça, si on peut... Qui était assis à côté de toi pendant la conférence d'ailleurs, Thierry. Ouais. Eh ben, avec plaisir. Donc à demain les amis et j'espère qu'on pourra vous faire un petit live depuis Sacsayhuaman. Gros bisous, bonne nuit. Ciao.